Bon, le mot démocratie est probablement le mot le plus galvaudé qui existe, hein. Tout le monde l'utilise comme il veut depuis la Révolution française, que ce soit les gens qui l'associent avec les libertés fondamentales ou ceux qui l'associent simplement aux élections, il y a à boire et à manger. Bon, moi je vais utiliser la définition de la Grèce antique, c'est-à-dire un régime où le peuple décide lui-même de ses lois, vote directement les lois et autres normes juridiques. Elle s'oppose donc à l'oligarchie, le pouvoir à quelques-uns, et à la monarchie, le pouvoir à une personne. Bon, même si en vrai la monarchie ça a jamais vraiment existé, mais bon, on s'en branle. Ce qui pose réellement question, c'est qui c'est le peuple finalement? Parce qu'on a bien compris qu'on n'allait pas faire voter les tables et les chaises, ni les poules et les chevaux non plus, hein. Normalement ça va. Mais du coup, est-ce qu'on fait voter tous les humains de la planète? Je pense pas non plus. Enfin, ça dépend pourquoi. Bon, déjà, c'est vrai que la République dans l'histoire, c'est un régime qui est pas très respectueux des droits humains et de l'intérêt de la population, mais la démocratie, c'est pas non plus exemplaire. En fait, le seul exemple de démocratie dans l'histoire, c'est évidemment la démocratie athénienne avec ses tirages au sort réguliers et leur ecclésia de plusieurs milliers de personnes, mais où les enfants et surtout les femmes, les esclaves et les étrangers étaient exclus de toute participation aux décisions. Et ça, c'est parce que pour les Athéniens, les esclaves étaient considérés comme des bêtes, hein, c'est-à-dire que t'avais le bétail, on les appelait tétrapodes, c'est-à-dire les bêtes à quatre pattes, et les esclaves, on les appelait zandrapodes, c'est-à-dire les bêtes avec des pieds d'homme. Les femmes c'était aussi considéré comme des sous-hommes, et puis les étrangers c'était aussi des sous-hommes, surtout ceux qui parlaient pas grec. Hein. Donc pour les Athéniens, le démos, le peuple, c'était seulement les hommes adultes athéniens et libres. Donc c'est une vision patriarcale, jeuniste, xénophobe et esclavagiste du peuple. Aujourd'hui chaque idéologie a sa définition du peuple, hein, comme par exemple les idées d'extrême droite, hein, les nationalistes, qui définissent l'appartenance des personnes au peuple selon leur supposée race, leur ethnie ou leur religion, mais il y a aussi une autre idéologie qui est le patriotisme qui prend le critère du lieu de naissance ou le lieu de naissance des parents en défendant cette absurdité qu'est la nationalité. Selon moi, le seul critère qui devrait nous intéresser pour savoir si une personne doit pouvoir influencer sur les normes ou pas, c'est pas les caractéristiques intrinsèques ou le lieu de naissance des personnes ou de leurs parents, mais c'est le fait que les normes vont la concerner ou pas. Aujourd'hui, si on vit dans un pays depuis des années, on peut avoir moins de droits dans ce pays qu'une personne qui a jamais mis les pieds une seule minute si ses parents ont la nationalité de ce pays. Est-ce que je suis le seul à considérer que ça a aucun putain de sens en fait? Ça c'est pour le droit du sang, mais le droit du sol a pas beaucoup plus de sens puisqu'une fois que t'as la nationalité, tu peux quitter ton pays autant que tu veux et quand même avoir plus de droits qu'un type qui vit quotidiennement sur ton pays natal. En général, il faut attendre entre 5 et 10 ans de résidence habituelle dans un pays dans lequel t'es pas né, ou un peu plus si t'es majeur, que t'es pas marié, pacsé ou concubin d'un ressortissant du pays, ou que t'es sous le statut de réfugié. Pour autant, je dis pas qu'il faut pas prendre en compte le lieu de résidence habituel, mais déjà il faudrait être beaucoup plus souple parce que 10 ans c'est complètement aberrant, et surtout il faudrait arrêter les discriminations en fonction de son lieu de naissance, celui de ses parents ou celui de son conjoint. Ça veut dire que si t'habites plus au même endroit, bah tu bénéficies plus des mêmes droits. Donc c'est pour ça qu'il faut supprimer les nationalités et faire en sorte que les personnes soumises et bénéficiant d'une législation, c'est-à-dire les personnes concernées par les lois, puissent participer à sa modification. Alors je vois déjà certains avoir peur que certaines personnes viennent pour faire du sabotage en votant des trucs absurdes. Déjà sachez que tout ce que je propose ce sera dans le cadre d'une démocratie, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc la manière dont tout ça doit être fait concrètement, ce sera décidé démocratiquement. On pourra notamment limiter la circulation des personnes, hein, je veux dire c'est pas parce qu'on supprime la nationalité qu'on permet aux gens d'aller où ils veulent quand ils veulent. Mais ça c'est un autre sujet. Et puis de toute façon, il faudra vraiment qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent faire du sabotage pour que ça ait un effet significatif. Parce qu'encore une fois, dans une démocratie, beaucoup de gens participent au vote. En fait, cette appréhension qu'on a sur ce sujet, elle vient simplement du fait qu'on a peur de ce qu'on connaît pas, de ce qui est inhabituel. On s'en méfie parce que dans un milieu hostile, ça avait son utilité. Donc on a gardé cet aspect psychologique dans nos gènes. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce genre d'environnement, donc il n'y a plus de raison de se méfier. Avant la méconnaissance de l'étranger, elle venait évidemment de l'éloignement géographique des tribus et de l'absence d'échange d'informations par des moyens de communication modernes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette excuse. Aujourd'hui, la cause principale de cette méconnaissance de l'étranger, c'est simplement que la plupart des informations et des savoirs transmis par les médias et l'enseignement portent presque que sur notre pays. À l'école, on apprend en détail toute l'histoire de son pays, alors y a pas que ça, hein, mais c'est vraiment très centré sur son propre pays quand on regarde les programmes. Et même en géographie où il y aurait l'occasion de parler du monde entier, on arrive quand même à parler de son propre pays les 3/4 du temps. Et puis même après l'école, c'est pas terminé, puisque dans la plupart des pays, bah y a juste 90% de l'actualité qui est celle de son pays. Alors parfois ça parle de ce qui se passe dans les pays développés, mais ça reste minoritaire. Et surtout le reste du monde, c'est presque que dalle, et c'est que quand ça concerne aussi le pays en question. Comment tu fais pour pas devenir patriote ou nationaliste quand toutes les actus tournent autour de ton pays? Et puis un autre truc important et même fondamental, c'est la question linguistique. Dans beaucoup de pays, on apprend la langue nationale, la grammaire, les conjugaisons, ou des trucs dont tout le monde se branle, comme des textes dont on analyse le choix de chaque putain de mot, ou les trucs que plus personne utilise, comme le passé simple en français. L'apprentissage de l'anglais est au mieux médiocre pour qu'on reste bien mauvais en anglais, parce qu'il faudrait surtout pas que les langues nationales soient oubliées, vous comprenez? En fait, la langue, c'est vraiment un élément fondamental de l'idéologie patriote. Déjà parce que c'est un élément central pour permettre d'identifier un peuple par rapport à un autre, et pour un certain nombre d'oligarchies, la promotion de leur langue à l'étranger, c'est également un élément d'influence et du rayonnement dans le monde. Ne pas connaître l'anglais ou une langue commune qui pourrait être le espéranto, hein, ça nous enferme dans un entre-soi national qui nous empêche de connaître le monde extérieur. Parce qu'on peut difficilement se renseigner ou communiquer avec des personnes à travers le monde à cause de ça. Dépasser la barrière de la langue par l'apprentissage d'une langue commune comme le font les pays scandinaves, ça nous permettrait de nous comprendre facilement à travers le monde et de commencer à voir les étrangers non pas comme des menaces mais comme des semblables. Bref, à partir du moment où t'es concerné par des normes, tu devrais pouvoir les influencer, peu importe d'où tu viens ou d'où tes parents viennent. Et du coup la question c'est quelles normes concernent qui? Parce qu'intuitivement on se dit que les normes qui s'appliquent sur un certain territoire concernent que les personnes qui vivent sur ce territoire, mais c'est pas forcément le cas. T'as des normes qui s'appliquent sur un autre territoire que
que celui sur lequel tu résides régulièrement, et qui vont fortement te concerner. C'est particulièrement le cas pour les normes qui concernent la production de richesses, avec la dépendance aux ressources naturelles des autres pays, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. La politique commerciale, économique et énergétique mise en place en Chine et aux États-Unis, elle a une influence sur l'ensemble des peuples de la planète, parce que quand les USA ou le Canada émettent 14 tonnes de CO2 par habitant tous les ans, eh ben je sais pas vous, mais personnellement je me sens concerné. Et quand on achète des hydrocarbures à l'Arabie Saoudite sans contrepartie parce qu'on est complètement dépendant alors que c'est une putain de dictature énervée, eh ben ça concerne directement ses habitants. Donc on est tous des citoyens du monde en réalité. Le peuple, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui sont régies par des normes juridiques communes par du droit commun, il est mondial pour cette raison, en tout cas pour une bonne partie du droit. Voilà la vérité. Or aujourd'hui chaque oligarchie est souveraine sur son territoire, c'est-à-dire que c'est l'État qui décide sa manière d'administrer les ressources qui sont sur son territoire et de commercer comme il l'entend avec le pays qu'il veut. Donc l'idéal ce serait que tous les habitants du monde entier puissent s'exprimer sur la politique énergétique de l'ensemble du globe, et en réalité sur toutes les questions qui les concernent directement ou indirectement. Voilà un système cohérent, un système qui aurait du sens. Et la solution que je propose c'est la suivante, il faut d'abord que les gens prennent le pouvoir dans l'état dont ils ont la nationalité pour qu'on passe d'une concurrence entre les états oligarchiques à une coopération du peuple. Et parce que non seulement le peuple peut pas participer à la production des normes qui le concernent, mais en plus il doit subir la guerre économico-commerciale que se mènent les états entre eux. Parce que même si les nationalistes affirment le contraire, les oligarchies politiques du monde elles ont jamais cessé de défendre leurs intérêts et elles ont jamais eu comme intention de disparaître dans des organisations supra-étatiques. En fait c'est pas parce que les oligarchies politico-financières sont pas obsédées par les questions ethnico-religieuses comme le font les nationalistes qu'ils en défendent pas moins leurs intérêts pour autant. Et même si ça paraît bizarre, les oligarchies politico-financières acceptent par patriotisme de céder souverainement une partie de leurs compétences à des entités supra-étatiques, comme ce qui se passe en Europe avec l'Union Européenne. Elles le font par patriotisme pour la simple et bonne raison qu'elles ont très bien compris qu'en s'unissant, ils avaient beaucoup plus de chances de gagner la guerre économique et commerciale mondiale. Je considère que seuls, nous ne pourrons pas résister à la puissance technologique chinoise en matière d'intelligence artificielle, en matière de stockage des données, en matière de robotisation. Seuls, nous ne pourrons pas résister à une Amérique qui nous devient de plus en plus hostile. Les oligarchies politiques, elles ont jamais cessé de se faire la guerre pour défendre leurs intérêts patriotiques. C'est juste que les guerres, elles sont plus faites avec des fusées et des obus, mais avec le commerce et les investissements, c'est-à-dire la thune. La mondialisation actuelle, c'est la guerre entre les différentes oligarchies politico-financières patriotes pour s'attirer les faveurs du reste de l'oligarchie financière, qui, elle, est pas du tout patriote et pense qu'à ses intérêts personnels en maximisant ses profits, quitte à délocaliser son capital pour avoir une main-d'œuvre la plus rentable possible et les impôts les plus faibles. Donc les oligarchies politico-financières patriotes, c'est-à-dire les États, je parle des États pour rappel, ils essaient d'attirer le plus de capital possible dans leurs pays respectifs, notamment en baissant les impôts des sociétés et des plus riches, en sacrifiant les services publics et en réduisant les droits des travailleurs et en créant aucune limite aux émissions de gaz à effet de serre et à l'utilisation de ressources naturelles. C'est ce qu'on appelle les politiques néolibérales. Sauf qu'évidemment, le perdant, c'est le peuple. La guerre, qu'elle soit faite par les armes ou par le commerce, c'est la même chose. C'est un grand nombre de personnes qui se connaissent pas et qui s'entretuent pour un petit nombre de personnes qui se connaissent mais qui s'entretuent pas. Avant, les peuples s'entretuaient au front avec des fusils, maintenant ils s'entretuent par le biais des politiques néolibérales avec des politiques fiscales favorables aux plus riches, au détriment des services publics et de la limitation des gaz à effet de serre, etc. Et si certains états refusent cette guerre en mettant en place des politiques sociales et environnementales, ils se feront détruire par les autres. Parce qu'ils perdront tout simplement la guerre, donc ce sera encore pire. Donc certaines oligarchies un peu plus éthiques qui tentent de remettre en cause cette rude concurrence sont obligées de participer à cette guerre. Parce que d'autres l'ont déclaré avec grand plaisir. Donc en fait on est dans un cercle vicieux qui s'arrête jamais. L'Union Européenne a été créée exactement sur cette idée, avec l'idée que si les oligarques européens faisaient du commerce, alors ils arrêteraient de se tirer dessus. Et l'objectif il est parfaitement compatible avec la défense des intérêts de chaque état membre. Après t'as aussi certaines oligarchies politiques qui sont purement et simplement cyniques et méprisantes vis-à-vis de leur peuple et qui en ont juste rien à foutre. Donc je répète, il faut que les peuples du monde entier prennent le pouvoir dans leur état en abolissant leur oligarchie et en instaurant une démocratie. C'est la seule manière de permettre de passer de cette guerre interétatique à une coopération du peuple. Et enfin pouvoir s'exprimer sur les sujets qui nous concernent tous et les surmonter. Parce que les gens, dans leur immense majorité, ils veulent pas dominer les autres. Ils veulent juste faire leur petite vie tranquille de leur côté en paix avec leurs proches. Et ils demandent pas grand chose. Juste de quoi vivre dignement. Mais comme une poignée d'égoïstes cyniques à la tête des états sont capables de tout pour augmenter leur pouvoir sur les autres, et ça devient un monde extrêmement violent. Donc faisons le choix de la paix entre nous, luttons contre la cupidité et le désir de nomination des oligarques. Les humains sont semblables, donc soyons solidaires et reprenons le pouvoir partout dans le monde. Un monde meilleur est possible.